Cette conférence va maintenant être enregistrée. Grégory, je t'ai donné la main pour partager. Ouais. C'est bon, vous me voyez là? C'est tout bon? Oui, c'est bon. Moi, je vois pas. Je vois pas. Attends. Je démarre et je vous laisse regarder les problèmes techniques. Donc bonjour à tous, Grégory Chamel, donc je suis directeur du site de Bosch Marinier depuis 2 ans, mais je travaille sur le site depuis plus de 20 ans, parce que j'ai démarré stagiaire, donc j'ai fait de multiples positions, un petit crochet par la Chine pendant 3 ans, et puis je suis revenu il y a 2 ans et demi où j'ai pris la direction. Donc 2 mots sur Bosch Marinier, on est équipementier automobile de rang 1, à peu près 220 personnes avec les intérimaires. On assemble des systèmes de direction assistée, donc notre cœur de métier c'est l'assemblage. Et comme, je dirais comme tout le monde, on a traversé cette crise du Covid, ou on est en train de traverser la crise du Covid, parce que ce que je dis à mes équipes, on n'est pas encore au bout. Et aujourd'hui, je suis content d'intervenir pour le pôle sur on va dire, vous expliquer un petit peu, partager notre expérience de la suspension à la reprise de nos activités. Je passerai autour de 4 thèmes. Le premier thème, c'est « Nous sommes en guerre ». Je pense que tout le monde se souvient de cette citation de la position d'Emmanuel Macron. Une obligation de moyens, mais une envie de réussite. Doucement mais sûrement. Et dernier point, j'ai un petit problème technique, non c'est bon, notre leadership à l'épreuve du Covid-19. Je ne sais pas pourquoi ça ne veut pas dérouler. Voilà. Donc premier sujet, excusez-moi, nous sommes en guerre. Si on fait un petit peu de chronologie, nous on a commencé à mettre en place des mesures à partir du 27 février. Donc vraiment des mesures pour lutter contre le Covid. Donc tous les jours, on avait des réunions avec le CSE, on a mis en place des choses. L'arrêt de nos clients a commencé à partir du 16 mars. Je dirais que le 16 mars au soir, c'était la fin de la trilogie des annonces gouvernementales, avec 2 annonces d'Emmanuel Macron et une annonce de notre Premier ministre, avec ce discours où Emmanuel Macron répète plusieurs fois « nous sommes en guerre », donc le côté grave, l'analogie avec la guerre, et le lendemain matin, tout le monde qui revient travailler. Et du coup, pour nous managers, faire ce grand écart pour expliquer aux gens que oui, effectivement, c'est grave, mais il faut continuer de travailler. Bon, finalement, voyant nos clients s'arrêter, voyant l'état d'esprit de nos employés, on a décidé, à partir du 19 mars matin, d'arrêter la production. Dès le 18 mars, on a fait une première réunion avec le CSE pour travailler sur la reprise, pour se dire, OK, on va arrêter, on annonce l'arrêt demain matin, mais il faut qu'on se prépare à reprendre. Et cette reprise, nous, on l'a vu de la façon suivante, en se disant, finalement, il y a une obligation de moyens. On a beaucoup parlé, beaucoup échangé dans un certain nombre de groupes sur le risque pénal, qui faisait toujours un lien avec cette obligation de moyens. Mais nous, on avait une terrible envie de réussir. Une terrible envie de réussir cette reprise, réussir ce redémarrage. Redémarrer pourquoi? Et se préparer à démarrer pourquoi? Déjà pour se préparer à répondre de façon agile à une reprise progressive de l'activité de nos clients. C'était hors de question pour nous de ne pas redémarrer en même temps que nos clients, sachant qu'entre nous et nos clients, il n'y a quasiment pas de stock. Ce qu'on produit le lundi est assemblé milieu de semaine, voire fin de semaine chez nos clients. Donc, obligation de redémarrer en même temps que nos clients. Mais au-delà de tout ça, c'est une grande force et une grande valeur chez Bosch. La santé de nos collaborateurs est une priorité absolue. Donc, dès le 18 mars, on a commencé à travailler avec les partenaires sociaux, avec le CSE, à raison d'au moins une réunion par semaine, plus un certain nombre de réunions de travail sur le terrain, pour développer les mesures qu'on voulait mettre en place. Évidemment, on s'est appuyé sur les différents réseaux, sur toutes les bonnes informations qu'on peut recevoir de Montblanc Industrie, et évidemment sur notre réseau Bosch qui a été très très utile dans cette période-là. On a travaillé autour de 10 axes de travail. Donc, je ne vais pas aller dans le détail de ces 10 axes, je vous en mentionnais seulement certains. Le premier qui est l'organisation du travail et le télétravail. Donc, on a un objectif de redémarrer avec un nombre adapté de personnes sur le site. Donc, on a des gens qui sont encore en télétravail, qui resteront en télétravail au moins jusqu'à fin juin. On a des gens qui sont toujours en chômage, des indirects, qui ne sont pas indispensables pour l'instant à la reprise de l'activité.
Et on a évidemment des gens, des directs qui sont en activité pour reprendre le travail. Donc ça, c'était notre stratégie. On adapte au maximum les effectifs sur le site. Le deuxième, c'est d'avoir des collaborateurs en bonne santé. Donc, avoir des collaborateurs en bonne santé, on a fait le choix de ne pas faire une prise de température à 100%, mais de responsabiliser nos équipes en les formant au retour, mais vraiment de les responsabiliser, ce qu'eux-mêmes prennent leur température et qu'ils assurent d'être en bonne santé quand ils viennent sur le site. Après, on a un certain nombre de mesures qui concernent les mesures barrières, qui concernent tout ce qu'on a mis en place en production. Là, je vais vous montrer des exemples. Donc ça, c'est des exemples, c'est des slides qui sont tirés du module de formation qu'on fait au retour dans l'entreprise de l'ensemble des équipes. Donc, on voit là différents exemples qui concernent notamment les mesures barrières et comment est-ce qu'on a matérialisé l'ensemble des mesures barrières dans la société. Donc, comme beaucoup, ça c'est des choses assez classiques. Je pense qu'une grande partie d'entre vous les ont mis en place avec les traits au sol, en limitant le nombre de personnes dans les salles de réunion, en limitant l'accès à certains bureaux. Par contre, on allait plus loin sur des machines, par exemple, où on ne pouvait pas assurer la distanciation. On a carrément écarté les machines. Donc la photo de gauche, c'est avant. Donc c'est une ligne où les gens étaient relativement serrés. Alors sur la photo, ça paraît très serré, mais en réalité, il y a un peu plus d'1,50 m entre les deux côtés. Donc les gens étaient vraiment souffraient de cette promiscuité pendant la montée en puissance du Covid. Donc on a fait intervenir pendant l'arrêt de la production une société extérieure pour écarter carrément les machines. Donc ça, c'est les choses qu'on a fait sur cette ligne-là. On n'avait pas besoin de le faire sur les autres lignes. De la même façon, dans notre flux logistique, en réception, on a carrément séparé les flux. Donc séparer le flux des chauffeurs. On ne laisse plus entrer les chauffeurs dans l'usine. Avant, ils rentraient, ils allaient aux toilettes, ils allaient se doucher et tout ça. Donc on a installé des toilettes à l'extérieur. On ne laisse plus entrer les chauffeurs dans l'usine. On a aussi séparé les différents postes. Il y avait nos gens avaient l'habitude de travailler dans un même bureau. Ils étaient 3 à travailler dans le même bureau, à venir ponctuellement. Donc on a éclaté les postes de travail de façon à ce que les ordinateurs soient distanciés et créer de l'espace. Et au niveau des expéditions, on a fait aussi un certain nombre de choses, mais je n'irai pas plus dans le détail maintenant. De la même façon, on a mis en place dans les salles de réunion, dans l'atelier, sur les bancs, les mesures pour que les gens ils prennent ces réflexes-là. C'est ce qu'on leur explique dans la formation, c'est de dire finalement les gestes barrières, on les a tous compris, on veut tous les respecter. Nous, notre responsabilité d'entreprise, c'est de mettre en place les moyens qui vous forcent, qui vous poussent, qui vous encouragent à respecter cette distance de 1 mètre, par exemple. Le point suivant concernant les EPI, donc on a fait le choix d'imposer le port du masque. Donc on impose le port du masque à tout le monde, production comme service support, c'est-à-dire que dans les bureaux, on porte aussi le masque. Ça, c'est quelque chose d'important. On est sur du masque jetable et on en donne 2 par jour. Ouais, ça fait partie des pratiques qui me paraissent intéressantes à partager. Les gens arrivent avec le masque et partent avec le masque. On impose également le port du gant dans les ateliers et le port des gants dans tout ce qui est manipulation de colis, de courriers ou de documents qui vont être partagés, type des piles de factures qui passeraient entre plusieurs mains. Donc voilà un petit peu sur les mesures un petit peu techniques qu'on a mis en place. Si on continue dans nos axes de travail, il y a toute la partie de désinfection des postes de travail. Donc là, on a fait le choix de faire cette désinfection par nos salariés. Alors, on a un prestataire extérieur de nettoyage. On a renforcé sa prestation de nettoyage pour aller nettoyer un petit peu plus les poignées de porte, les rampes d'escalier, les tables, les salles de pause, refaire un passage supplémentaire dans les toilettes. Mais on ne fait pas d'arrêt complet, on ne fait pas de désinfection complète des lignes, par exemple, par un prestataire. C'est vraiment nos équipes qui, en fin d'équipe, en début d'équipe, à chaque rotation, parce qu'on a beaucoup de polyvalence et les gens tournent toutes les 2 à 3 heures sur les machines, vont désinfecter les boutons poussoirs, les pupitres et je dirais les différents équipements qui peuvent être partagés avec les autres personnes. Ça, je le passe rapidement, mais c'est assez intéressant. On a complètement au démarrage arrêté le restaurant, les services au restaurant, bloqué les micro-ondes, les frigos, les fontaines à eau. Donc tout ça, pour l'instant, c'est non utilisable.
on va petit à petit les redémarrer avec des procédures de nettoyage particulières. Et on redémarre aussi demain le service au restaurant, mais sur un format snacking. Le point suivant qui pour moi est le plus important dans ce que je disais dans un redémarrage réussi, c'est la partie communication et formation. Alors communication dans toute la partie où on a été arrêté, communication sur nos mesures. Je l'ai dit, on a beaucoup travaillé avec le CSE, beaucoup échangé. Ils nous ont vraiment accompagnés dans la mise en place des mesures sur le terrain, mais aussi communication aux équipes. On avait toutes les semaines 1 heure de réunion et on continue de les faire parce que finalement on a des gens qui sont encore en chômage ou qui sont en télétravail et qui perdent quand même un certain lien avec l'entreprise. Donc, on va continuer, tant qu'on aura des gens en chômage et des gens en télétravail, à faire une réunion par semaine. C'est 1 heure de réunion où on traite des sujets, de l'actualité de nos clients, évidemment l'actualité de l'activité, de la reprise, mais aussi de toutes les mesures qu'on pouvait mettre en place, bien sûr, pour échanger, pour expliquer comment ça allait se passer à la reprise, mais aussi d'autres sujets. On a fait par exemple une séance sur voilà tout ce qui est fait actuellement par les gens qui sont en télétravail. Ceux qui ne sont pas en télétravail ne se rendent pas forcément compte de tout ce qu'il y a à faire. Donc tout ce qui était, tous les projets qui continuaient d'avancer pour informer les gens sur l'avancement de ces projets-là et l'activité des autres personnes. Et le dernier point qui est important, c'est qu'une fois qu'on a repris, comment on s'assure que tout ce qu'on a mis en place, c'est bien maintenu. Donc, on a déjà une énorme checklist qui était basée sur la checklist de l'UMM, le CSM, qui nous permettait vraiment de s'assurer que tout a bien été pris en compte. Donc, c'était la base checklist, comme j'ai dit, UMM, qu'on a allongée, parce que chez Bosch, on rajoute toujours beaucoup de contrôles supplémentaires, on va dire. Et en plus de ça, là, on fait une confirmation de process. Donc, tous les jours, on a plusieurs audits de confirmation de process où on vient vérifier que les actions mises en place sont efficaces, sont respectées, et voir s'il y a des améliorations à faire au niveau de notre process. Donc, voilà un petit peu tout ce qui a été mis en place pour un redémarrage doucement mais sûrement, parce qu'on a redémarré le 4 mai pour répondre à l'activité de nos clients qui était plutôt très faible au démarrage. On est cette semaine à 30% des effectifs sur le site, en direct, indirect. En plus de ces 30%, on a à peu près 20% qui sont en télétravail. Et 70% ont par contre suivi le module de formation Covid-19. Donc le module de formation Covid-19, c'est pour tous les gens qui reviennent au travail ou qui ont prévu de revenir dans les jours suivants. On fait 1 heure de formation. C'est moi qui fais la formation. C'était un choix de faire cette formation-là pour l'ensemble du personnel, qui est surtout un module d'accueil pour échanger avec les gens, pour savoir comment est-ce qu'ils se sentent, quel est leur état d'esprit, et est-ce qu'ils finalement ils sont réellement prêts à reprendre le travail. Pour les gens qui ne sont ni en télétravail ni sur le site, on a l'utilisation de notre accord d'activité partielle. Donc c'est un accord qu'on a négocié, c'est un accord, on a voulu faire une gestion solidaire de la crise, où effectivement on utilise des dispositifs d'activité partielle. Tous les 5 jours d'activité partielle, notre personnel pose 1 jour de congé et l'entreprise vient compléter le salaire à hauteur de 100%. Et évidemment, on a démarré nos confirmations de process et tous les cycles d'amélioration. Le dernier point que je voulais aborder, si ça veut bien marcher, plus changer de page. Ça y est. Le dernier point, c'est notre leadership à l'épreuve du Covid-19. Alors, il faut être honnête, je ne pense pas qu'on s'y était préparé. Je pense que personne n'était prêt à subir cette crise-là. Même si on l'a vu venir de très loin, on l'a vu venir très lentement, tout s'est accéléré très très vite en quelques jours. Mais je dirais que c'est une épreuve qui est intéressante. Ce qui est important de comprendre, ce qui me paraît important de comprendre, c'est que cette crise du Covid-19, c'est un repère temporel collectif. C'est-à-dire que dans 5 ans, dans 10 ans, dans 20 ans, on parlera encore du Covid-19. Et du coup, on aura cet événement qu'on pourra lier avec nos actes managériaux. C'est-à-dire que tout ce qu'on fait bien aujourd'hui, dans 5 ans, dans 10 ans, les gens vont s'en rappeler. Et tout ce qu'on rate aujourd'hui, dans 5 ans, dans 10 ans, les gens vont s'en rappeler aussi, parce qu'ils vont directement connecter nos actes managériaux avec le Covid. Et ça, c'est quelque chose qui me paraît important, qu'on ait tous ça en tête.
parce que pour vraiment avoir ce soin de comment est-ce que on pilote cette crise-là et de l'impact de nos actes. Dans toute crise, je vois une opportunité et aujourd'hui, on va vraiment l'opportunité de renforcer notre relation de confiance et le contrat moral passé avec nos salariés. Ça passe par quoi? Ça passe par je dirais, toute la transparence qu'on a amenée au cours de nos réunions d'information, toute la transparence qu'on a amenée avec le CSE, même quand on avait des doutes, des difficultés, on l'a partagé avec eux. Ça passe par les enquêtes. Alors, je ne l'ai pas dit, mais à la fin des formations, on fait un questionnaire où on demande aux gens quel est leur ressenti, comment ils se sentent, est-ce qu'ils se sentent prêts à revenir, est-ce qu'ils ont des gens à qui contacter, des gens qui peuvent contacter, pardon, s'ils ne se sentent pas bien. L'objectif, c'est vraiment de tisser ce lien de confiance avec eux et de les accompagner dans la reprise. De la même façon, dans cette reprise-là, on ne cherche pas à faire la chasse aux certificats pour les gens qui seraient des personnes à risque ou qui vivraient avec des personnes à risque. On ne fait pas une chasse au certificat médical ou au certificat d'isolement. On veut vraiment bâtir une relation de confiance avec nos salariés, que cette relation de confiance puisse s'établir et se renforcer dans le futur. Dernier point en termes d'opportunité, c'est pour nous l'opportunité d'accélérer le développement de nos axes stratégiques. Il y avait 2 axes stratégiques qui sont développer l'entreprise responsabilisante, développer l'entreprise, devenir une entreprise apprenante. Donc, on veut vraiment utiliser cette crise pour nous aider là-dedans. Premier acte concret, on a après-demain une séance d'appreciative inquiry avec l'ensemble de nos cadres et managers pour leur dire finalement dans la période, là, dans les 6-7 semaines qui viennent de s'écouler, il y a des choses géniales qui se sont passées, il y a eu des vraies réussites, il y a eu des choses qui ont très bien fonctionné. Qu'est-ce qu'on met en avant, comment on capitalise là-dessus et comment on se prépare à reproduire ces success stories dans les semaines et les mois qui viennent. Donc, ça, cette partie managériale est vraiment un point important pour nous. Alors, on fera des erreurs, hein, mais le but, c'est vraiment de réussir à améliorer les choses et inscrire notre nouveau mode de leadership et de management dans la durée. Voilà un petit peu ce que je voulais partager avec vous. Je ne sais pas si Didier enchaîne directement ou s'il y a une phase de questions entre les deux. Non, on va peut-être enchaîner. Merci beaucoup, Grégory. Alors, ce qu'on nous oppose en général, c'est oui, mais Bosch, c'est une grande entreprise, elle a les moyens, etc. Même si c'est un site quand même, c'est un site de 200 personnes, mais c'est pas non plus un site de 2000 personnes. Et donc, on a avec nous là l'antidote à cette remarque. Didier Latuile qui préside la Tuilerie, c'est quoi, 60 personnes, une PME de 60 personnes? C'est, oui, entre 65 et 70 personnes. Voilà. Alors chez vous, comment vous avez fait? Alors, merci Grégory pour ta présentation. Nous, alors pour représenter la Tuilerie, donc c'est une PME de 65-70 personnes, intérim compris. On est dans le monde de la petite et moyenne série, multi-clients, multi-activités. On va faire de l'industrie, du spatial, de l'aéronautique, du militaire, un peu de ferroviaire, principalement sur le marché français. Alors, comme tout le monde, le 16 mars, on a eu l'annonce présidentielle et on était parti dans l'anticipation qu'on a pu avoir en disant tout le monde va être fermé le lendemain. Et en fait, on a eu un ni oui ni non des annonces gouvernementales. Et on s'est retrouvé le mardi matin avec un problème, c'est une angoisse globale, que ce soit au niveau des encadrants, des salariés, enfin, en fonction de tout à chacun, qui est monté crescendo, qui nous obligeait dès le mardi à dire si on continue comme ça, on va aller au mur, les gens, le personnel, les salariés vont se taper dessus. La tension montait, donc on a décidé de renvoyer toutes les personnes non autonomes sur une machine chez eux. Dans un premier temps, action très rapide. Donc, on a gardé que des régleurs qui pouvaient être en autonomie et donc qui pouvaient, in situ, respecter des mesures barrières puisqu'ils n'avaient pas besoin de quelqu'un autour d'eux. On a continué la semaine comme ça, en essayant d'évaluer quel allait être l'impact de nos clients, de nos fournitures. Et on s'est rendu compte qu'on avait des clients qui maintenaient l'activité, qui nous demandaient de maintenir l'activité, assez de fournitures et quelques points qui commençaient à bloquer.
Mais on avait toujours cette difficulté à appréhender est-ce qu'il fallait rester ouvert ou pas. Le jeudi soir, on a pris la décision de fermer parce que les conditions sanitaires et l'organisation qu'on avait pris au pied levé le mardi n'étaient pas suffisantes pour justifier de continuer dans ce sens. Et on a mis une condition, on n'a pas dit on ferme pendant 1 semaine, 15 jours, 3 semaines, on a dit on ferme jusqu'à qu'on réunisse les conditions nécessaires à reprendre. Et pour pouvoir mettre en place ces conditions, on a mis en place une cellule de crise dès le vendredi matin qui s'est réunie, donc qui comprend l'ensemble de l'encadrement, un membre du CSE, la direction, et on a posé sur la table en disant il faut qu'on réponde dans la matinée du vendredi matin quelles sont les règles sanitaires à avoir en place pour pouvoir travailler et comment on limite l'accès, etc. Comment on peut maintenir l'activité pour l'ensemble des salariés, travail à la maison, formation, quelle mission, qu'est-ce qu'on peut faire. Il fallait absolument maintenir un service client parce que dans ces moments de crise, le service client reste important. Donc, on s'est posé ces questions, la gestion du risque financier et surtout, on a rajouté un 5e point qui était ne pas ouvrir d'autres risques. C'est-à-dire, on a déjà ça à gérer, il ne faut pas qu'on oublie quelque chose qui viendrait rajouter une couche dans laquelle on n'a pas besoin d'un autre souci en ce moment. Et donc, on est sorti dans ce vendredi matin avec un groupe qui a travaillé sur les mesures sanitaires et qui est sorti avec un protocole de 4-5 pages internes de toutes les mesures sanitaires à mettre en place avec un plan d'action. La supply chain est arrivée avec un plan en disant oui, on sait travailler à 60% pendant 4-5 semaines sans avoir à réapprovisionner nos clients, on peut faire du chiffre d'affaires, donc on maintient une activité. Et donc, dès le lundi matin, on s'est mis à travailler, à organiser. Donc, un peu comme a décrit Grégory, le réfectoire, on a enlevé des tables, on a mis un affichage surabondant à tous les postes. Comment désinfecter? On est parti sur le fait qu'on a mis à disposition de l'eau javelisée diluée de l'eau de javel diluée dans de l'eau à tous les postes avec des gants, des chiffons pour que les gens puissent désinfecter. On a trouvé du gel hydroalcoolique rapidement. On a fermé tous les accès de l'entreprise de l'extérieur avec des systèmes de sonnettes ou de téléphone pour que les gens puissent, ceux qui livrent de la matière ou des pièces puissent se manifester pour qu'on puisse les prendre en charge. On a rétabli les règles de circulation. Alors notamment nous, on est moins nombreux, on a dit quand vous êtes dans tel secteur, vous avez accès à telle toilette pour vous laver les mains. L'autre secteur, c'était l'autre toilette. Pas mal de petites réorganisations qui nous a chamboulés. Et donc, on a pu rouvrir l'entreprise dès le jeudi suivant avec une organisation adaptée et des règles sanitaires adaptées. Et donc, depuis, on maintient une activité à 60-65% depuis la semaine, donc suivant l'annonce du président Macron, en ayant modifié notre organisation. Alors, dans les modifications notables, on était une entreprise qui tournait en 3-8. On s'est retrouvé à tourner en une équipe par jour de 10 heures. Donc, on avait l'équipe A qui venait travailler du lundi, mardi, mercredi, et l'équipe B qui est venue du jeudi, vendredi, samedi. Donc, on a demandé aux gens d'adapter leurs horaires de façon à ce que notre leitmotiv, c'était de dire pendant toute cette période, on ne veut pas plus de 20-25 personnes en présence sur le site à un instant T. Donc, les personnes de journée se sont adaptées aussi et on a fait tourner sur des semaines avec une désinfection quotidienne des communs. Donc, tous les matins, on désinfectait les communs après l'entrée du personnel, donc une entrée unique. Tous les soirs, on redésinfectait après le départ du personnel. Les gens devaient manger sur place à tour de rôle, de façon à pouvoir éviter des entrées-sorties. Prise de température pour s'assurer, en tout cas plus pour rassurer tout le monde que personne n'arrivait avec une fièvre ou quelque chose. Ça nous est arrivé d'avoir quelqu'un qui n'était pas bien avec un peu de fièvre. Il est rentré chez lui, il est revenu le lendemain. On a vraiment voulu jouer la carte de la sérénité, la confiance et de dire on prend en considération quand même que la santé du personnel est importante. On a continué comme ça jusqu'à ce lundi 11 mai avec l'annonce du déconfinement. Et cette période a été rythmée par des réunions au fil de l'eau de cette cellule de crise. Donc au démarrage, c'était une réunion tous les jours, puis après on a espacé à 1 semaine, 10 jours, pour faire un point sur la situation, qu'elle soit économique, qu'elle soit
d'un point de vue besoin client, donc besoin d'heures d'engagement, les difficultés. Notre protocole sanitaire a évolué de façon permanente. Contact avec les salariés, parce que ceux qui sont restés chez eux, ce qui est important de voir, c'est qu'on a obligé personne à revenir sur site. Ceux qui n'étaient pas sereins, on les a réorientés vers se mettre en arrêt maladie ou une déclaration sur l'honneur comme quoi ils préféraient pas venir. On s'est adapté. On a mis en place du télétravail, mais chez nous, ça représente que quelques personnes, et mise en place du chômage partiel. Au-delà de ça, on a eu tout le temps, vu qu'on n'a pas fermé finalement, réellement pas fermé, on a eu le temps de préparer ce retour au déconfinement. Et donc, ça faisait 15 jours qu'on avait anticipé le déconfinement avec un retour à un rythme, disons, plus normal. La grosse difficulté, ça a été de gérer les équipes étalées sur 6 jours, où les gens ne se croisent pas, où les gens ne viennent pas travailler tous les jours, mais ils peuvent avoir ils viennent travailler 3 jours, puis après pendant 4 jours, ils ne sont pas présents. Et donc, la grosse demande de nos équipes et de mon équipe encadrante a été de repasser en 2-8. Donc, on avait pris la décision de repasser en 2-8 à partir du 11 mai, toujours sur une base de 65% de taux d'ouverture. Et là, la difficulté, elle a été de dire, il va falloir désinfecter quand même entre les deux équipes, il va falloir gérer tout cet accompagnement. Donc, on a fait appel à une candidature en interne s'il y avait du personnel qui était motivé pour prendre cette responsabilité. On a eu 3 personnes qui se sont portées volontaires, qu'on a formées et qui aujourd'hui, en fin d'équipe, font 1 heure de désinfection des communs, des zones de passage pour pouvoir préparer pour l'équipe d'après. Donc aujourd'hui, on est en 2-8. On arrête à midi et on reprend la deuxième équipe à 13h. Seconde difficulté, c'est qu'avant, on avait des passations de consignes d'équipe avec les gens se croisaient. Maintenant, ils ne se croisent plus. Donc, c'est les encadrants qui font le relais. On a dû retravailler toute notre communication interne pour repasser les consignes. Et qui dit des équipes qui s'enchaînent, on a besoin d'un peu plus d'activité support. Et nous, principalement au contrôle, qui est une zone un peu mixte, où il a fallu revoir toute la logistique de cette zone avec des sens de circulation, des mises à disposition de matériel à l'extérieur, des moyens qu'on a dû déplacer pour les mettre plus proches de la production et que ça évite d'avoir trop de personnes in situ dans cette salle. Des désinfections des personnels au service contrôle qui doivent désinfecter toutes les heures les machines en commun de façon à rassurer, principalement à rassurer tout le monde. On en est là. À savoir qu'aujourd'hui, toute personne qui réintègre l'entreprise après une longue absence passe pareil par un plan de formation Covid, donc par le responsable de production ou les encadrants ou notre responsable. Maintenant, on a un référent sanitaire qui forme les personnes, qui leur explique le protocole, on leur demande de signer le protocole comme un livret d'accueil, comme quoi ils ont bien pris en conscience et en connaissance les règles qu'on a mis en place et de ce qui a changé par rapport à avant et de comment ça passe maintenant. Voilà comment on gère la situation. Aujourd'hui, le risque sanitaire, la crise sanitaire, on a passé la vague, on est dedans depuis quelques semaines. Maintenant, on se focalise sur la suite. C'est dès qu'il est au déconfinement, c'est la crise économique qui nous arrive dessus. Et pour cela, pour maintenir l'activité. Et donc aujourd'hui, on se focalise sur comment on va gérer l'après, parce que pendant quelques semaines, on n'a pas eu d'entrée de commande. Nos clients aéronautiques qui au début marchaient bien commencent à faire marche arrière, à baisser en régime. D'autres commencent à reprendre leur activité. Et on est constamment en train d'adapter le besoin quotidien de la production avec l'engagement de l'effectif qu'on a besoin, la gestion du personnel. Et pour nous, la grosse difficulté, contrairement à, on avait discuté avec Grégory sur la suite, c'est qu'aujourd'hui, on reste limité à un instant donné à 25-26 personnes sur site à l'instant T, alors qu'avant crise, on pouvait monter jusqu'à 40. Et aujourd'hui, on ne sait pas comment on va pouvoir revenir à cet effectif nominal qu'on a connu en maintenant toute la gestion sanitaire et des mesures barrières.
Donc, c'est une vraie question qu'on est en train de se poser, qu'on essaye de répondre pour y trouver des solutions. On est obligé d'accélérer des plans de formation, d'accélérer toute la passation de consignes et de comment on travaille. Ça nous remet beaucoup de choses en cause. Voilà. Alors, pour conclure un peu, il y a quand même des choses positives. C'est que finalement, on s'est rendu compte que notre personnel était quand même très investi et attaché à l'entreprise et les salariés qui sont restés longtemps chez eux se sont rendus compte que c'était long de rester chez soi et de ne pas venir travailler. Donc, ils étaient assez motivés et contents de revenir travailler. Le côté positif, c'est que ça nous a rapprochés aussi bien au côté CSE, encadrant sur un vrai objectif commun qui était concret. Donc, à retravailler, à bien travailler ensemble sur des sujets où on n'avait pas le choix. Donc, le team building, là, on l'a connu en puissance 10. Et puis, ça nous oblige à faire quelque chose qu'on voulait faire depuis longtemps, c'est la gestion de la communication interne. Aujourd'hui, on ne peut pas se réunir à 10 autour d'une table, autour d'un plan pour pouvoir discuter d'un problème, pour passer des consignes. Donc, on cherche à maintenir de l'efficacité avec des contraintes supplémentaires qui nous obligent à innover et évoluer sur ces aspects-là. Et qui aujourd'hui sont assez... il y a des choses qui sortent et des solutions qui sortent. Voilà. Et puis après, le côté positif que moi je retiens, c'est que d'avoir maintenu l'entreprise ouverte et de maintenir un service client où on a quand même beaucoup de clients qui sont restés ouverts, même partiellement, nous a pas créé forcément d'opportunités, mais on a eu des retours très positifs de nos clients qui ont été contents de pouvoir trouver quelqu'un d'ouvert quand ils avaient besoin d'un renseignement, d'un service ou de simplement pouvoir répondre présent dans ce temps de crise. Et je pense que ça peut être payant sur la suite parce que, comme disait Grégory, ça va rester un marqueur important, peut-être avec un mauvais souvenir dans les années à venir. Et les décisions qu'on prend aujourd'hui vont être impactantes sur la suite, sur comment on peut être perçu en bien ou en mal de nos actions et de nos décisions à l'instant T. Voilà. Si j'ai fait le tour. Merci beaucoup Didier pour ce retour d'expérience, effectivement, à la fois avec des préoccupations communes, évidemment, de ce qu'on a pu voir chez Bosch, et puis en même temps des spécificités liées à une PME. Alors, des questions, pour l'instant, le temps qu'elles arrivent pour Didier, pour l'instant, qui concernent Grégory. En quoi, alors ça c'est notre poêle à gratter maison, ça. Je le citerai pas. En quoi les gants sont plus protecteurs que les mains? Alors, déjà, on a l'habitude de travailler chez nous avec des gants pour deux raisons. Un, c'est la protection contre la rouille, parce qu'on a mis des pièces qui rouillent facilement, et deux, pour protéger les gens contre les coupures. Ça, c'est la première chose. Maintenant, 100% des gens ne portent pas à toutes les stations, donc on a souhaité généraliser ça. Je dirais que c'est, comme tu dis, c'est le poil à gratter. D'un côté, on se touche quand même beaucoup moins les mains, le visage, si on a des gants. Le gant fait une certaine barrière avec notre peau et la peau de la main, mais aussi avec le visage, on a moins tendance à porter les mains à son visage. L'inconvénient, c'est que si on a des mains sales, on s'en rend pas compte avec les gants. Donc, c'est à un moment donné, c'est de se dire, on s'échange des pièces. Ces pièces-là, elles peuvent être porteuses de quelqu'un porteuse du virus. Donc, on souhaite qu'elles soient prises avec les mains. Quand les gens, après, ils vont en pause, quand les gens, ils repartent, eh ben, ils enlèvent les gants. Et du coup, sous les gants, c'est propre. Donc, on protège quand même la main. Et une fois qu'on a enlevé nos gants, typiquement pour le gant jetable, hein, on passe énormément de gants jetables aujourd'hui, qu'on change régulièrement, ben, au moins on a les mains propres. Mais je comprends que ce soit ouvert à discussion. Pour le coup, je dis pas il faut absolument faire ça. Ça a été de longues discussions aussi en interne chez nous, et y compris dans notre task force Bosch. Et à un moment donné, on a dit du moment où il y a un transfert de pièces, on impose le port de gants.
Et alors, dans le même esprit, pourquoi le port du masque obligatoire pour tous, tout le temps? C'est dans cette logique donc déjà, le masque chirurgical, il est là pour protéger les autres. Il n'est pas là pour se protéger soi-même. Ça protège un petit peu on ne se touche pas le visage ou on ne met pas des objets à la bouche, mais le masque chirurgical est vraiment là pour protéger les autres. Et il est efficace du moment où tout le monde le porte. Et après, c'est toujours la problématique. OK, les gens en production vont le porter. Et pourquoi moi qui suis à ma machine presque tout seul, je vois une personne toutes les heures parce que je vois pas grand monde sur une machine un peu isolée. Pourquoi moi je devrais porter le masque alors que celui qui est dans son bureau de l'autre côté de la vitre, il ne porte pas le masque. Alors que lui aussi va rencontrer des gens, lui aussi peut tousser sur son ordinateur, il peut tousser sur des papiers qui vont être transmis à des collègues. Donc pourquoi il n'y aurait pas les mêmes règles chez les directs et les indirects? Donc à un moment donné, on prend la décision que tout le monde portera le masque parce qu'il y a quand même il y a dans tous les cas des interactions entre tout le monde. Je porte le masque dans mon bureau, même si je suis tout seul. Bon, sauf il y a une dérogation pour le webinaire. Ouais, je l'avais au début. Est-ce que tu peux donner plus de détails sur l'audit de contrôle, audit interne, enfin comment ça s'organise, comment ça se passe? Alors l'audit, il y a eu deux choses. On a eu la checklist qui était vraiment une checklist de redémarrage qu'on a évalué avec le CSE où on s'est dit bon, c'est bon, tous ces points-là on les a validés, on est en place, maintenant on peut redémarrer. On s'est tous prononcés là-dessus. Et après il y a une audit qu'on appelle confirmation de process où là en fait l'objectif c'est d'avoir des audits rapides d'une 10 minutes à peu près qui vont être faits par plusieurs niveaux de la société. Donc, on a un questionnaire global et en fonction de qui fait l'audit, il y a un certain nombre de questions qui sont sélectionnées. Donc, c'est des questions simples. Hein. Est-ce que les gens portent bien le masque? Est-ce que les gens connaissent les consignes pour nettoyer les postes de travail? On essaye de le faire pendant les pauses. Donc, est-ce que les gens respectent bien les distances? Donc, c'est ça le principe. Donc, on a par exemple les SST et l'infirmière qui en font un par jour. On a le manager de la zone qui doit en faire un dans sa zone. On a le comité de pilotage, donc où on retrouve l'infirmière, le HSE, une à deux personnes de la direction et des membres du CSE qui en font 2 par semaine, où là on balaye toutes les questions. Donc là, c'est un petit peu plus long. Donc c'est le principe ce qu'on appelle d'un layered process audit. Donc un audit par couche, on va demander à plusieurs niveaux d'aller vérifier des points différents ou les mêmes. Donc c'est un petit questionnaire très simple. C'est un outil assez simple. Et est-ce que tu pourrais citer un succès de management et un échec dans cette période? Un succès, je dirais, c'est Qu'est-ce que je mettrais en succès? Première chose qui était une décision forte, qui était de décider d'arrêter l'usine. Je pense que ça, c'était, on l'a fait au bon moment, c'est-à-dire qu'on l'a fait, comme l'a dit Didier, qu'on l'a fait avant que les gens nous poussent à le faire finalement, avant qu'on se dise là, les gens sont tellement angoissés qu'ils font des choses qui sont pas cohérentes. Et donc, coup d'avoir décidé d'avoir dit maintenant, il faut arrêter l'usine. Alors, on n'avait pas de risque sur nos clients directs et finalement de faire accepter ça à l'Allemagne. Après, aussi, tout ce qui a été réunion d'information, transparence, amener vraiment toutes ces transparences-là aux gens, les informer régulièrement, et être capable de les écouter. Ça, je pense que ça a été quelque chose d'assez fort. En erreur, je dirais que je ne suis pas satisfait de comment j'ai piloté mon équipe directe pendant cette période-là. Donc on avait une réunion tous les matins, on avait un Skype tous les matins, mais je pense qu'il y avait plein d'autres choses à faire pour créer un petit peu plus pour se projeter un peu plus justement dans le futur, ce que j'ai présenté tout à l'heure, et de le faire un petit peu plus tôt, de réussir à avoir une réflexion un peu plus ensemble, de faire quelques workshops en commun, chose qu'on n'a pas fait du tout dans cette période. Donc c'est vraiment un point que j'aurais voulu traiter différemment. Merci. Alors, une question pour Didier. Quelles sont les innovations en matière de communication qui ont eu lieu dans l'entreprise justement dans cette période?
Alors, c'est pas des grandes innovations. Il n'y a rien d'extraordinaire, mais par exemple, l'outillage chez nous était en libre service par l'ensemble des régleurs et il était inconcevable et impensable de maintenir ça en connaissance de cause du Covid. Donc, il a fallu expliquer à tout le monde les règles, que l'outillage était préparé en extérieur, que la personne qui était en charge de l'outillage était en interne et que quand le personnel avait besoin de choses, il fallait qu'ils viennent. Et en dehors des heures d'ouverture de ces personnes-là, le magasin outillage était fermé. Donc, il a fallu travailler sur l'anticipation et la grosse innovation, c'est notre supply chain, les plannings ont dû à un moment donné bien mieux préparer, mieux anticiper, s'assurer que tout soit prêt, qu'il n'y ait pas de manque. Et c'est surtout, l'innovation était surtout au niveau de l'encadrement, c'est qu'on a sollicité beaucoup les encadrements, vraiment dans leur rôle d'encadrement, de faire le lien terrain de tout ça. Moi, je verrais ça là-dessus principalement. Après, il faut voir qu'on apprend au jour le jour. C'est quand on a une difficulté qui remonte, là on vient de passer en 2-8, c'est la deuxième journée. C'est la première fois qu'on voit notre entreprise entre midi et 13h, machine arrêtée en attendant que la deuxième équipe vienne. Et pour l'instant, on découvre les difficultés de passation de consignes, de comment on gère tout ça. Et pour l'instant, c'est mon responsable de production qui attend sur place et qui fait le lien et qui vraiment on apprend en marchant au travers de cette crise. Et à chaque fois qu'on fait face à une difficulté, on en discute rapidement derrière, on met en place le document et on part pas sur le principe qu'il y a un document parfait du premier coup, qu'on sait tous. Et on met en place quelque chose. On demande au personnel de remonter les informations soit auprès directement de la direction, des encadrants, des services des ressources humaines. On passe régulièrement, on ne fait pas d'enquête de satisfaction auprès des salariés, mais on passe les voir, on discute et on essaie de remonter un peu tout ça pour pouvoir améliorer. Est-ce que tu peux estimer les moyens et le temps humain là, dédié à cette gestion de crise sanitaire, alors cellule de crise, impact des mesures sur ligne de prod, temps de formation Covid, en parallèle de la prod que vous avez maintenue? Le temps de formation Covid, il est court puisque quand les gens ne sont pas revenus, on les prend 15, 20, 30 minutes, le temps qu'il faut pour leur expliquer ce qu'ils ont le droit de faire, pas le droit de faire, comment il faut faire les choses. Après, au quotidien, il y a de la perte au feu puisque quand un régleur doit intervenir sur une machine où il y a un opérateur, l'opérateur s'écarte, on désinfecte la machine, il met des gants s'il a envie de mettre des gants pour se protéger parce qu'on est parti sur une obligation de moyens et pas d'imposition. Donc nous, on a mis à disposition des masques, des gants, du gel hydroalcoolique et tout ce qu'il faut pour que le personnel, et on a sensibilisé le personnel au risque. Mais voilà, quand un régleur arrive, il nettoie une machine, il fait. Donc ça oblige de travailler autrement, on est obligé de mieux anticiper, mieux préparer, parce qu'on ne peut pas intervenir après quelqu'un comme ça, comme on avait l'habitude de le faire par avant. Donc oui, on a une perte d'efficacité, mais aujourd'hui, on n'a pas maintenu un objectif de rentabilité, on a maintenu un objectif d'éviter d'une gestion financière, d'éviter un crash financier. On est là pour équilibrer. Chaque mois, on regarde ce qu'on a en dépenses, on regarde ce qu'on va avoir en entrée, on pilote surtout la trésorerie, on essaie d'ajuster les effectifs de production au maximum de ce que l'on peut, aussi bien avec les règles sanitaires que par rapport à ce qu'on peut s'engager en engagement de personnel par rapport à ce qu'on va pouvoir sortir en salaire. Hein. C'est malheureux à dire, mais c'est ça la situation actuelle. Et l'objectif, c'est de passer ce moment qui est dur aussi longtemps qu'il durera pour qu'on soit là quand ça repartira dans ce qu'on a connu avant, si seulement on reconnaît quelque chose de nouveau. Hein. Alors justement, comment tu vois les perspectives par rapport aux commandes à venir? Pour l'instant, c'est compliqué. Les perspectives, moi, ce qui me fait peur, il y a plusieurs choses. C'est que la première chose, c'est qu'on a des clients qui ont des sites où ils atteignent facilement le millier de personnes et on sait qu'ils ont de l'activité, mais qu'ils ont des difficultés à se remettre en route parce que ils ont beaucoup plus de personnes en télétravail et que la communication, même si on travaille bien en télétravail, quand il y a besoin de communiquer, c'est pas la même chose que quand on est in situ.
qu'ils ont du mal à reprendre, donc finalement les commandes n'arrivent pas. La visibilité n'est pas là, la crise de l'aéronautique, elle est pas, elle est vraiment présente, elle va être durable. Donc la suite, on ne sait pas trop comment elle va c'est compliqué à l'imaginer. Je pense que ça va être durable. Nous, on est parti sur cet environnement qu'on connaît en termes de gestion barrière ou d'entrée de commande faible, donc aux alentours de -20, -25% jusqu'à fin décembre de cette année. En tout cas, c'est comme ça qu'on a tiré notre ligne directrice jusqu'au 31/12/2020 pour le moment. D'accord. Même question pour Grégory par rapport aux perspectives. Comment tu vois la suite par rapport aux commandes? Aujourd'hui, c'est dur à dire et je dirais que je ne commande pas les chiffres qu'on a parce que ces chiffres changent tous les jours. Donc aujourd'hui, il y a de multiples scénarios qui existent, qui ont été faits par la PFA, par tout le monde. Nous, l'objectif, c'est d'être les plus réactifs possibles pour s'adapter aux demandes des clients, c'est-à-dire de ne pas se retrouver avec 4 équipes, avec 2 équipes, 3 équipes si on n'a besoin que d'une, et de vraiment adapter nos effectifs, être réactifs aux évolutions de nos clients. On sait qu'ils vont changer très très régulièrement. Après, sur les perspectives, on a la vision que tout le monde a, c'est-à-dire qu'il y a des jours où on voit des choses très optimistes et des jours des choses beaucoup moins optimistes. Okay. On ne fait pas plus de commentaires parce qu'ils sont forcément faux. Donc, Pour enchérir là sur ce que dit Grégory, c'est un peu ça. Nous, aujourd'hui, on fait des plannings à 15 jours. Le planning à 15 jours, c'est la bonne cote pour pouvoir donner de la visibilité aux salariés pour qu'ils s'organisent en termes de planning de quand ils vont venir travailler. Et c'est presque trop long déjà par rapport à la situation côté entrée de commande. Donc voilà, on travaille à 15 jours avec une visibilité à 15 jours. C'est-à-dire que là, aujourd'hui, on a nos plannings qui sont faits jusqu'à la fin de semaine prochaine. Alors, même si la semaine prochaine, on a décidé de fermer pour pouvoir temporiser un peu l'activité de production, on commence déjà à travailler sur les plannings de début juin, à comment on va appréhender voilà. Et on travaille par tranche de 15 jours, on va guère plus loin en visibilité court terme. D'accord. Une question, alors on revient un peu sur la mise en place des mesures. Une question pour Grégory sur la part qu'a pu avoir le groupe sur la mise en place justement des mesures déployées en local sur le site de Marigné. Il y a énormément de support, j'ai un petit peu dit tout à l'heure, donc c'est 2 heures de réunion quotidienne avec le groupe, entre la réunion des HSE et la réunion des directeurs d'usine pour échanger sur la situation, sur tous les sujets, hein. Il y a les sujets de négociation, il y a énormément de sujets, mais évidemment, il y a en termes de structure documentaire, de support, de décision commune, on a des médecins dans l'équipe, il y a un accompagnement qui est très très fort pour un site comme le nôtre et qui est très très riche. Je comprends aussi dans la question, est-ce qu'ils vous ont imposé des mesures ou est-ce qu'ils vous ont accompagné? C'est plutôt des décisions que vous avez prises sur le site en fait. C'est de l'accompagnement. Après, je suis responsable légal du site, donc après, c'est moi qui prends mes responsabilités s'il y a des choses que je ne veux pas mettre. Mais globalement, il n'y a pas d'intérêt à ne pas aller dans le sens du site. Donc, ce n'est pas de l'imposition, c'est vraiment des recommandations. Mais voilà, ces recommandations, elles étaient pleines de bon sens, elles étaient logiques. Et donc, 99,9%, on les a suivies, quoi. Après, il y a des choses entre un site de 1500 personnes et un site de 200 personnes, il y a des choses qui diffèrent un peu. Mais à part cette différence sur la taille des sites, on a mis en place ce qui était préconisé par le groupe. Et on a participé, on a été force de proposition dans ce qui est fait par le groupe aussi. Est-ce que l'un ou l'autre, parmi les mesures que vous avez prises, vous avez constaté une réticence au port du masque par les collaborateurs ou ils ont bien accepté? Pas du tout. Le port du masque, à un moment donné, était même attendu. On l'a vraiment bien vendu depuis le début et expliqué pourquoi fallait le porter. Ce que je disais tout à l'heure, pour moi, c'est important que tout le monde le porte parce que ça devient efficace du moment où tout le monde le porte. S'il n'y a que 50% des gens qui portent le masque, pour moi, ça n'a
pas l'efficacité, en tout cas pour du masque chirurgical, ça n'a pas l'efficacité souhaitée parce que le port du masque est efficace si tout le monde le porte. Donc, du moment où on a communiqué ça, je dirais que tout le monde a accepté de le porter. En plus, on impose nos masques. Alors, il y a eu des gens qui ont tenté de mener les masques tricotés avec la vieille laine de la grand-mère ou fait avec les rideaux du salon. Et ça, on a été très clair dès le début. On fournit des masques jetables et on en fournit 2 par jour. Et il y a eu 0 problème. Alors, évidemment, il y a des gens qui disent que c'est pas évident tout ça, mais j'ai personne qui essaye de pas porter le masque. L'adhésion là-dessus, il n'y a vraiment pas aucun blocage. Et alors, on revient sur les suites, là, sur les perspectives. Par rapport à la baisse de commandes que vous avez évoquée, hein, et à minima jusqu'à fin 2020, est-ce que vous avez réfléchi aux mesures d'ajustement en fait, et d'adaptation par rapport à cette activité? Bah forcément, on y pense. Forcément, pour l'instant, dans les plans qu'on a mis en place de notre côté, c'est les décalages de prêts qui ont été accordés par les banques et le chômage partiel permettent de compenser, en tout cas en termes de trésorerie. On a fait une demande de PGE pour pouvoir avoir, disons, un filet de secours en cas de coup dur sur une reprise d'activité qui tarderait trop. Et on passe avec un moins 25% d'activité. Après, ça, c'est à revoir en fonction de ce qui va être annoncé au niveau des modifications des remboursements du chômage partiel, l'activité en elle-même et de tout ce qui vient. Mais aujourd'hui, c'est difficile on peut que imaginer des choses, mais c'est compliqué de prendre des décisions tant qu'on n'a pas une vision claire de ce qui va être demain. Ce qu'il est sûr, c'est qu'aujourd'hui, on essaye au maximum d'éviter de devoir revoir notre structure. En tout cas, c'était une échéance qu'on repousse au plus loin parce que c'est compliqué de monter une équipe et de la rendre efficace. Donc, on ne voudrait pas repartir, perdre 5-6 ans de travail par rapport pour une crise économique en espérant qu'elle ne durera pas longtemps. Ok. Écoutez, il n'y a pas d'autres questions. Est-ce que l'un des participants veut poser une question, soit en l'écrivant, soit en prenant la parole, du coup? Il nous reste quelques minutes. Voilà, pas de questions. Est-ce que vous avez un mot de conclusion, l'un ou l'autre? Ou une perspective, je dirais, positive? Ah, il y a une photo il y a une question supplémentaire qui est arrivée. Est-ce possible que Bosch réponde à la dernière question aussi, qui était est-ce qu'on envisage des mesures d'ajustement, des mesures d'ajustement sur les effectifs? Aujourd'hui, c'est pas quelque chose qu'on envisage, ça dépendra des évolutions du marché. Il faut savoir qu'on avait beaucoup d'intérimaires avant cette crise. On avait une équipe de week-end qu'on a déjà arrêtée, mais qui était prévue d'être arrêtée dans tous les cas. Donc aujourd'hui, c'est pas prévu. Après, ça va dépendre quelle est l'ampleur de la crise économique, mais je dirais que ça c'est la même chose pour l'ensemble des gens connectés. Très bien. Bah, écoutez, merci beaucoup pour votre témoignage à tous les deux. Je vous renvoie aussi par rapport aux perspectives, aux résultats de la 5e vague de l'Observatoire, hein, où on teste un petit peu la manière dont les dirigeants réfléchissent à la suite, comment faire après, et d'ailleurs pour 50% d'entre eux en collectif.
Donc, merci à vous. Et puis, de toute façon, nous, on viendra bien sûr avec des propositions ou en tout cas l'animation d'une réflexion collective sur ce sujet-là. Prochain webinaire, alors pas la semaine prochaine, parce que c'est le pont de l'Ascension, puis on a un conseil d'administration mardi, donc on en fera pas la semaine prochaine, mais prochain webinaire, donc le 26 mai, avec une intervention des banques du territoire sur les mesures d'accompagnement. Voilà, merci beaucoup et puis bonne soirée. Merci. Merci à tous, bonne soirée. Bonne soirée. Au revoir. Merci.